Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de Droit de réponse sur Equinox Télévision. Droit de réponse est votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets abordés par la presse en semaine. Et justement, cette semaine, l'actualité au Gabon a encore eu la part belle dans les parutions nationales. C'est que plusieurs rebondissements sont venus agrémenter la crise post-électorale dans ce pays voisin du Cameroun, entre démission de certaines personnalités du pays, dont le ministre de la Justice, annonce et désannonce de la médiation par des émissaires de l'Union africaine. Donc jeudi dernier, il y a eu également le dépôt d'un recours à la Cour constitutionnelle par le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, Jean Ping. Il y a eu donc du grain à moudre pour la presse nationale ces derniers jours sur l'actualité au Gabon. Mais une question demeure, où en est le pays aujourd'hui? S'achemine-t-on vers une sortie de crise post-électorale au Gabon, ou plutôt cette crise s'enlise? On en parle tout à l'heure. À suivre également dans cette édition de Droit de réponse, les grandes villes du Cameroun font face depuis plusieurs semaines à un autre défi, c'est celui des ordures ménagères. Les journaux ont d'ailleurs titré à ce sujet que Douala et Yaoundé se transformaient en grande poubelle. C'est que depuis un moment, la collecte des déchets par l'entreprise qui en a la charge se fait de plus en plus rare. Conséquence, les populations côtoient des immondices au quotidien. La dite entreprise a fait savoir en guise d'explication que plusieurs difficultés empêchaient donc de rendre donc cette tâche plus ardue à ce jour. Ce sont entre autres le mauvais état de la route qui affecte les engins, le non-paiement des factures par les municipalités, entre autres. Comment réussir le défi des villes propres au Cameroun? On en parle également dans cette édition de Droit de réponse. Et on fera un arrêt quand même sur la fête de moutons qui se célèbre demain. Également, nous parlerons aussi de cette grippe aviaire qui est revenue du côté de l'est du pays. On apprend que plusieurs milliers de poulets ont donc été tués. Voilà donc le menu de cette édition. Mais avant, vous le savez, un tour de revue de presse avec Flavien Dongo pour comprendre et savoir comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus cette semaine. Bonjour à vous, Flavien. Bonne fête de la Tabaski. Merci, bonne fête à vous. Alors, on fait cette revue de la presse avec les deux sujets principaux de ce jour. Bien entendu, on va commencer par un sujet qui me semble facile et très proche de nous. C'est d'ailleurs ce que l'on observe dans la plupart des carrefours et la plupart des rues de la capitale économique et même dans d'autres villes du Cameroun qui abritent d'ailleurs cette société en charge de la collecte des ordures. D'ailleurs, le messager de vendredi se demande pourquoi nos villes sont devenues des poubelles. C'est la grosse question. Le reporter, qui s'est d'ailleurs rendu à la direction de la société en charge du ramassage des ordures, fait savoir que l'État ne paye pas ses factures. Donc la société d'hygiène et salubrité a arrêté de faire son travail pour attendre son paiement. Malgré ce débrayage, les conditions de travail restent difficiles pour cette société. Et bien entendu, et du coup donc, des grandes villes du pays sont envahies par des mauvaises odeurs, exposant ainsi les populations à des maladies graves. L'image est triste, précise d'ailleurs le messager. Des potoirs le long des rues, bacs à ordures qui débarquent, tout au moins qui débordent. C'est le visage de nos villes à 2 mois seulement de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour le quotidien, la nouvelle expression, Douala est plutôt engorgée par les ordures depuis des semaines. Selon le journal, la ville est prise au piège donc des bacs à ordures qui débordent de part et d'autre. Les responsables de la société en charge de la récupération de ces ordures, face à la presse cette semaine qui s'achève, ont d'ailleurs évoqué l'embourbement du site qui leur a été donc octroyé en 2003 par le génie militaire et qui, avec la saison de pluie, n'est plus praticable. Cet espace boueux rend la zone de déversement inaccessible, avec notamment les difficultés que rencontrent les camions. Des véhicules sont bloqués depuis des semaines et plus grave, la société revendique 3 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun. À Douala, le délégué du gouvernement explique qu'il paye ses quotes-parts un peu plus avant, mais il ne se comprend pas pourquoi. Douala est également victime de ces désordres que l'on observe. Le bi-hebdomadaire Europe Plus, qui n'a pas manqué de dénoncer cette situation, fait savoir que la ville de Douala croule donc sous le poids des ordures. Le rédacteur de l'article révèle que bientôt on va donc recenser des victimes des maladies causées par des odeurs qui se dégagent des ordures qui écument d'ailleurs nos rues. Les habitants de Douala et bien sûr d'autres villes victimes des caprices de la société d'hygiène et salubrité se procurent progressivement des cache-nez, et le journal aura plus de rappeler que la situation pourrait donc durer si l'État du Cameroun ne paye pas sa dette de 3 milliards de francs CFA.
Autre sujet traité par la presse cette semaine qui n'a donc pas échappé donc à nos journaux, c'est bien entendu la crise post-électorale au Gabon, avec notamment les journaux qui se sont intéressés particulièrement à ce qui est arrivé. D'ailleurs, le quotidien Le Jour, qui traite donc de cette question, comme d'autres journaux, nous apprend qu'à la suite donc des réveillés de violence observés au lendemain de la publication des résultats qui ont donné pour vainqueur Ali Bongo, certains Gabonais ont fui leur pays pour se réfugier au Cameroun. Plus grave, le préfet du département d'Untem et un président du parti politique de l'opposition ont aussi fui leur localité pour se réfugier au Cameroun. Selon le quotidien Le Jour, c'est à la suite de ces violences que l'Union africaine a proposé sa médiation avec l'envoi de ses experts pour tenter un arbitrage dans ces pays de l'Afrique centrale. Tenez par exemple, Le Jour rappelle que le ping-pong est né courant 2012, lorsque Jean Ping est donc évincé de la tête donc de la Commission de l'Union africaine, il perd ses privilèges. Car, selon la presse, certains chefs d'État ne voulaient plus de lui à ce poste. Tous les postes qui lui ont d'ailleurs été proposés à la suite de tout cela au Gabon et même ailleurs, sauf la présidente de la République, non pas plus à Jean Ping. Lui, il a décidé donc de prendre la présidentielle et s'est intéressé uniquement à cette présidentielle de son pays. Et en manifestant d'ailleurs son vœu en 2014, il entre donc alors dans l'opposition pour faire face à son frère, Ali Bongo. Le feu est allumé et les deux frères, désormais ennemis, déclenche donc un climat qui met mal tout le pays entier et ce qu'on observe d'ailleurs jusqu'à ce jour. Dans cette crise, on apprend, et selon notamment le Messager, que le président actuel de l'Union africaine est en contact avec Jean Ping et bien entendu Ali Bongo pour trouver des solutions à la tension qui secoue d'ailleurs le Gabon depuis la fin du processus électoral dans ce pays. Donc le mot consensus est même évoqué dans les éléments de proposition, de solution. D'ailleurs, la nouvelle expression souligne que, à la suite donc de cette crise, le président Ali Bongo s'est même confié à un envoyé spécial d'un média français. Selon la nouvelle expression, Ali Bongo a précisé que s'il y a donc des revendications à faire, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est elle, après enquête, qui peut autoriser ou pas le recomptage des voix. Le président gabonais rappelle que les violences observées dans son pays ont été organisées par l'opposition. À la suite de ces événements, le Messager a annoncé que le ministre de la Justice du gouvernement de Ali Bongo a même démissionné parce que lui aussi, la presse souligne que selon Séraphin Mundunga, que le recomptage des voix soit fait bureau de vote par bureau de vote. La crise post-électorale au Gabon est donc une affaire à suivre. Merci Flavien Dongo. Merci donc pour cette revue de presse, mais peut-être avant de partir, une réaction à l'attention de nos frères musulmans qui célèbrent donc dès demain la fête du mouton et on a appris cette semaine que cette bête était devenue assez chère. Oui, c'est chaque année qu'on entend ces pleurs. Les habitués, en tout cas, de cette fête observent que chaque année, au fur et à mesure que les années passent, le prix de la bête augmente également. Ce qui rend les choses difficiles parce que la situation de l'insécurité qui règne donc dans la partie septentrionale est pour beaucoup dans cette augmentation du coût de la bête. Aujourd'hui, donc, ce sont des révélations de ceux-là qui célèbrent cette fête au quotidien. Alors, merci à vous d'avoir réagi. Bon dimanche. On va maintenant découvrir le panel qui nous accompagne ce jour. Nous avons sur notre table, bien sûr, Edmond Kamga qui est avec nous. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Albertine, bonjour à tous les copanélistes et surtout bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment au Cameroun et à travers l'Afrique et le monde entier. Alors, vous êtes notre consultant et puis vous êtes journaliste en service à la Nouvelle Expression. Tout à fait. À notre journaliste, notre table, Alain Djipou avec nous. Bonjour, bienvenue sur notre plateau, Alain. Bonjour Albertine, Barka de Salah à la communauté musulmane qui s'apprête à célébrer la fête du sacrifice demain. Vous allez me permettre d'entrer, de faire un petit rectificatif. Mon ami Valain Dongo est parti. Mais je voudrais quand même préciser que dans la livraison de jeudi du quotidien Le Messager, le journal de M. Frédéric Bongo ne s'est pas interrogé sur la question de l'enlèvement des ordures ménagères dans nos villes. Le Messager a bel et bien apporté des solutions et même des explications face
au constat qui est effarant, c'est-à-dire que de plus en plus, les ordures ménagères jonchent nos rues et dont le messager a donné la parole au responsable de la communication de la société Hygiène et Salubrité de Cameroun, qui a expliqué de fond en comble les difficultés que vit cette entreprise en ce moment et qui ont pour conséquence le fait que de plus en plus on observe beaucoup d'ordures un peu partout dans nos villes. Cela dit, je voudrais également, en ce qui concerne le Gabon, dire qu'il n'y a pas eu un seul recours au niveau de la Cour constitutionnelle. On en a enregistré deux, à savoir celui du candidat sortant, M. Ali Bongo et M. Jean Ping. M. Ali Bongo, selon nos informations, a introduit son recours justement pour que, en fait, qu'il y ait une clarification au niveau du déroulement du scrutin dans le Wollentem, dans la province du Wollentem, qui est un fief, si vous voulez, un bastion de l'opposition, où il y a eu, selon ce camp-là, beaucoup de fraude électorale. Donc, je m'en tiens à ça pour préciser. Alors, je ne sais pas si il s'agit effectivement d'un recours, mais peut-être une demande, une demande pour contester le recours de Jean Ping. De toute manière, on parlera précisément de ce sujet tout à l'heure, le temps de présenter les autres panélistes. Je rappelle que vous êtes grand reporter au quotidien Messager. Nous avons également sur notre table ce dimanche M. Ndoutoumengome Jonathan. J'espère que je prononce bien le nom. Monsieur Ndoutoumengome Jonathan. Ndoutoumengome Jonathan, voilà. Vous êtes gabonais, vous êtes géostratège, docteur en géopolitique et puis enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo au Gabon. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Voilà, nous aurons certainement notre invité qui va nous rejoindre avant la fin de cette émission. Nous pensons qu'il sera avec nous, mais le temps pour nous de faire une petite revue sur ces deux actualités. Je vous parlais tout à l'heure de cette résurgence de la grippe aviaire à l'ouest du pays, Edmond Kamga, qui arrive au moment même où les agriculteurs demandaient la réouverture des marchés qui avaient été fermés justement à cause de cette grippe aviaire. Comment comprendre finalement? Est-ce qu'il y a un problème, on l'avait dit, dans la gestion de cette crise-là? Comment comprendre qu'au moment où l'État s'engage à rouvrir certains marchés, et c'est au même moment où on apprend que la grippe aviaire fait à nouveau surface? Ce qui se passe ne me surprend guère. Parce que sur ce débat, on a suffisamment démontré qu'il y a eu un véritable cafouillage au niveau des institutions chargées de mener à bien ce dossier-là. Vous voyez, l'affaire n'a pas été réglée du tout. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore fait le point sur la question de l'indemnisation. Que déjà, le problème de la grippe aviaire, qu'on croyait avoir disparu, est de retour. Et dans l'un des centres, dans l'un des lieux où la grippe aviaire a fait mal, vous savez, ça revient à l'ouest, ça avait démarré dans le centre, notamment à Yaoundé. Cela signifie au moins deux choses. La première, c'est que avant d'annoncer que la grippe aviaire aurait disparu, ou alors d'annoncer la réouverture des marchés, on n'a pas pris suffisamment de mesures sur le plan sanitaire. Je parle des institutions du Minepia, notamment, ne se sont pas assurées au niveau de leur délégation régionale et départementale que le problème est réglé. Puisque ça ne peut pas ressurgir ainsi si des mesures sanitaires ont été prises, si le suivi a été assuré. Cela signifie qu'il y a eu quelque part des manquements et des lacunes sur le plan de la gestion. Là, je parle sur le plan sanitaire. Également sur le plan administratif, sur le plan de la gestion, sur le plan global. Quand je parle de l'indemnisation, c'est parce qu'il y a eu... vous savez, lorsque des différents maillons de la chaîne, n'est-ce pas, de ce domaine-là, se sentent frustrés, ont le sentiment que les autorités ne les écoutent pas, et que le mal est profond, il y a des chances que le problème revienne, parce que ça n'a pas été réglé du tout. C'est pour cela que cela peut ressurgir ainsi. Et je ne serais pas surpris non plus qu'on apprenne dans les jours qui suivent qu'à Yaoundé, de nouveau, la grippe aviaire est de retour. Alain Djipou, réaction à cette actualité. On a appris encore que des milliers de volailles avaient été détruites à l'ouest du pays. Et je le disais, au moment même où les marchés sont en train de rouvrir après une longue fermeture due à la crise de la grippe aviaire. Comment comprendre finalement? Et puis, il faut peut-être noter que les fêtes de fin d'année pointent à l'horizon et le poulet, à cette période, est vivement sollicité. Vraiment, c'est une grosse préoccupation en ce moment, surtout que demain, c'est déjà la fête du sacrifice. Et vous savez très bien
que les Camerounais ont un goût prononcé pour le poulet, et je m'interroge de ce que nous réserve la festivité de demain en termes d'absence plus ou moins marquée, n'est-ce pas, de cette volaille sur les tables demain. Bon, je ne voudrais pas jouer ici les rabat-joie ou bien l'afro-pessimiste. Je voudrais quand même marquer ma surprise pour dire que on a quand même noté, lorsque le Messager a sonné la lettre dans son édition de jeudi, qu'il y avait comme une certaine d'omerta, une loi de silence sur cette affaire. Parce que un exploitant avicole, Monsieur Wembe, pour ne pas le nommer, bien installé à Bafoussam, a perdu à peu près 6000 poulets en un temps record. Et face à cette situation dramatique, les officiels, que ce soit de l'interprofession avicole ou bien même les autorités en charge des questions de l'élevage de ce côté de la région, ou bien même le gouverneur de la région de l'Ouest, personne n'a sur le coup pris la responsabilité d'éclairer l'opinion sur ce qui se passait au niveau de l'exploitation de M. Wembe. Jusqu'à ce que le lendemain, le gouverneur fasse donc une sortie pour annoncer que la situation est véritablement grave et que la grippe aviaire serait de retour à Bafoussam. Et dans la foulée, on a annoncé la destruction de la perte de 16 000 poulets et ensuite la destruction de 16 000 autres qui va porter un total de 32 000 poulets à détruire. Donc moi, je suis un peu gêné dans cette situation parce que lorsque nous, sur ce même plateau, lorsque nous décrions il y a quelque temps la mauvaise communication qui est autour de cette affaire, on a l'impression que les mêmes causes produisent les mêmes effets et on ne tire pas de leçons. La communication a été chaotique. Non seulement elle a été chaotique, et je voudrais rejoindre mon ami Edmond qui avait une pensée pour les exploitants avicoles, les opérateurs de la filière avicole, qui attendent toujours et en vain finalement les mesures d'accompagnement des pouvoirs publics après de gros investissements qui sont allés à volo à la suite, n'est-ce pas, de ce drame qui a décimé tout un cheptel à l'ouest pratiquement. Et donc, vraiment, il est temps que les pouvoirs publics se penchent sur la question et apportent plus de précision, plus de lumière à cette affaire qui me semble être une grosse mafia, de mon point de vue. Surtout que jusqu'à présent, sauf avis contraire, nous n'avons pas encore à notre niveau les résultats tels que rendus publics par les laboratoires d'analyse qui attestent qu'effectivement le virus de la grippe aviaire est bel et bien dans nos fermes. Très bien. Donc, la question reste pendante et j'invite donc qui est de droit à pouvoir éclairer la lanterne de l'opinion nationale et internationale sur cette question qui est de première importance. Très bien. Justement, parce que c'est une question de première importance, c'est pourquoi nous avons voulu réagir avant de débuter avec les sujets principaux choisis pour cette édition. Nous allons donc y aller tout de suite avec l'actualité au Gabon, une actualité qui est revenue dans la presse cette semaine au Cameroun, une actualité qui a connu cette semaine plusieurs rebondissements. Je le disais à l'ouverture de cette émission, il y a eu la démission du ministre de la Justice, entre autres. Il y a eu cette médiation de l'Union africaine qui était annoncée et qui a été renvoyée. Et il y a également eu finalement ce dépôt du recours, du recours de Jean Ping du recours de Jean Ping donc à la Cour constitutionnelle. Alors, Edmond Kamgia, la presse camerounaise, on l'a suivi depuis l'élection, suit cette élection présidentielle véritablement au Gabon, et on l'a suivi. Il y a eu beaucoup de rebondissements cette semaine et vous avez suivi la position de la presse. Alors, comment est-ce que vous pouvez, quels commentaires pouvez-vous faire de ces positions qui ont été abordées par la presse camerounaise aujourd'hui concernant ces rebondissements dans la crise post-électorale au Gabon? Oui, Albertine, au sujet des rebondissements, je dois d'abord dire que je suis heureux qu'enfin Jean Ping, le challenger d'Ali Bongo, se soit résolu, n'est-ce pas, à déposer un recours à la Cour constitutionnelle, parce que c'est ce que tout le monde attendait.
en tout cas au Gabon comme ailleurs, tous les observateurs internationaux estimaient qu'il est bon d'épuiser toutes les voies de recours internes prévues par la loi gabonaise avant qu'une option quelconque de médiation que ce soit puisse être envoyée sur le terrain. C'est la raison pour laquelle je pense que si Jean Ping avait pris cette option depuis, je crois qu'on n'en serait pas là. Maintenant, la balle est dans le camp de la Cour constitutionnelle qui a, n'est-ce pas, 2 semaines pour examiner et décider de 2 façons, parce qu'il y a 2 possibilités. La Cour constitutionnelle peut, dans un premier temps, estimer que ce document est irrecevable, ou alors débouter Jean Ping. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que la Cour constitutionnelle peut recevoir, n'est-ce pas, le recours, l'examiner et ordonner le recomptage des votes, effectivement, et puis préciser les conditions dans lesquelles ce recomptage doit se faire. Et au terme de ce recomptage, si c'est l'option qui a été choisie, il y a des mesures qui seront prises, n'est-ce pas, pour veiller à ce que le recomptage se fasse dans les meilleures conditions et que celui qui a véritablement gagné, si c'est Jean Ping, alors Jean Ping aura gagné. Si c'est Ali Bongo, ce sera plutôt confirmé. Donc, je dois quand même, avant de chuter, dire mon sentiment à la suite, c'est-à-dire après que Jean Ping a déposé, n'est-ce pas, ce recours. Le lendemain, il a tenu un discours à ses partisans que j'ai trouvé maladroit, une fois de plus. Pourquoi? Parce que dans ce discours, en réalité, c'est un message qu'il adresse à ses partisans, mais également de manière sibylline, de manière voilée, il s'adresse aux membres de la Cour constitutionnelle gabonaise. C'est à la fois une injonction, une menace. Voyez-vous, je vais citer juste un extrait, quand il leur dit que le peuple gabonais, n'est-ce pas, vous regarde, et puis vous aurez la responsabilité de la stabilité ou de l'instabilité dans notre pays, au Gabon. Je pense que Jean Ping n'avait pas besoin de le dire, puisque les juges, en tout cas les membres de la Cour constitutionnelle, savent déjà ce qui se passe dans leur propre pays. Ils mesurent suffisamment la gravité de la situation et sont capables, me semble-t-il, de faire le travail qui leur est dévolu. Je dis avant de sortir en passant, je connais la présidente de la Cour constitutionnelle, que j'ai eu la chance de la rencontrer lors d'un séminaire d'évaluation d'une élection présidentielle encore, il y a 20 ans, en 1996 au Bénin. Nous étions invités par le NDI et je l'ai vu intervenir et je l'ai suffisamment suivi à d'autres occasions pour dire que c'est une femme de poing, quelqu'un qui est chevronné. Attendons de voir ce qui va en sortir. Alors Alain Djipou, vous avez suivi vous aussi cette actualité, les derniers rebondissements dans cette affaire, ce dépôt du recours à la Cour constitutionnelle, ces démissions. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on s'achemine vers une sortie de crise au Gabon ou plutôt cette crise s'enlise? Je ne vais pas jouer les devants. Vous allez tout simplement me permettre quand même de marquer mon étonnement et de fustiger, si vous me permettez l'expression, l'attitude un peu de la communauté dite internationale et qui couvre un certain nombre de pays, à savoir la France, les États-Unis d'Amérique et d'autres affiliés. Je voudrais marquer cet étonnement pour dire que, en tout et pour tout, le Gabonais a le choix qu'il mérite. Le Gabonais est un démocrate. Le choix du Gabonais doit être respecté. Il n'appartient pas à une supposée communauté internationale de venir dire ce qui doit se passer après une élection présidentielle en terre gabonaise. Donc moi je suis offusqué que ces donneurs de leçons qui n'arrivent pas à appliquer les règles élémentaires de la démocratie dans leur pays viennent nous dicter quoi que ce soit dans nos chers et beaux pays. Donc je suis un peu scandalisé par cette attitude qui voudrait qu'à chaque fois qu'on considère que l'Afrique est les Africains, si vous voulez, sont des lilliputiens en politique qui ne savent rien de ce qu'ils font, qu'on a une pensée, qu'on n'a même pas d'idéologie, qu'on n'a même pas de conscience, qu'on n'a même pas d'intelligence pour pouvoir gérer nous-mêmes nos affaires internes. Donc cela dit, je voudrais... Pour répondre à ma question peut-être. Je voudrais, après avoir évacué ce sujet, dire clairement que, effectivement, avec la réception des recours au niveau de la Cour constitutionnelle, il faudrait maintenant que le peuple gabonais
garde son calme et attend le verdict, n'est-ce pas, de cette institution. Et c'est une affaire gabonaise. Il n'appartient pas à X ou Y, fut-il d'une communauté supposée internationale, qui viendrait dire comment on doit procéder dans une affaire électorale au Gabon. Alors, donc, merci. Alors, M. Ndotome Ngom, vous êtes aussi, il faut que je précise, porte-parole de Jean Ping. Alors, la première question, c'est pourquoi aujourd'hui vous avez décidé, votre candidat a décidé de porter un recours à devant la Cour constitutionnelle, une cour pour laquelle n'avait pas confiance il y a encore quelques jours. Bien, merci. Merci de pouvoir me donner l'occasion de m'exprimer sur ce qui se passe dans mon pays, le Gabon. Je dois d'abord observer que je suis effectivement l'un des porte-parole du candidat Jean Ping à cette élection. D'abord, quelques observations de la part de mon jeune frère ici sur le plateau, qui marque son étonnement par rapport à la réaction de la communauté internationale. Je pense que pour ce qui est du déroulement des élections au Gabon, je pense que la communauté internationale n'est pas venue d'elle-même. C'est le gouvernement de M. Ali Bongo qui a invité la mission d'observation de l'Union européenne et la mission d'observation de l'Union africaine pour venir au Gabon observer le processus électoral. De ce point de vue, je pense que la brèche à une ingérence étrangère a été ouverte par le gouvernement de M. Ali Bongo, alors qu'entre-temps, l'opposition n'avait pas strictement exigé la présence des missions d'observation. Donc, ce que vous dites me paraît un peu exagéré, dans ce sens que, à partir du moment où c'est le gouvernement gabonais qui a invité ces missions d'observation, avec lesquelles il a signé des accords de partenariat pour cette élection, il faut donc aller jusqu'au bout. Il faut supporter la présence de ces observations et donc accepter les observations qui sont faites par ces missions-là. Deuxièmement, j'ai entendu ici que M. Ali Bongo aussi a déposé un recours. Effectivement, je pense que M. Ali Bongo avait l'intention de déposer un recours pour, je pense, la circonscription électorale de Bitam, au nord du Gabon, dans le Haut-Lintem, qui est aussi ma province, et dans la ville de Mayumba. Et lorsque je prenais des nouvelles du président de la commission communication, de M. Jean Ping, M. Jean-Gaspard Dutumayi, finalement, le président Ali Bongo n'aurait plus déposé de recours. D'ailleurs, pour quelle raison l'aurait-il fait? Parce que M. Ali Bongo, il sait que depuis toujours, la province du Haut-Lintem n'a jamais approuvé le système qu'il incarne aujourd'hui. Que ce soit à l'époque de Père Paul Mbabesol, à l'époque de Pierre Mambundu, à l'époque de Mbaobam, les résultats de cette province ont été toujours catastrophiques pour le système PDG en place. Donc, je ne vois pas en quoi, d'ailleurs, cela aurait été peut-être confirmé si Jean Ping avait eu le plus gros score dans sa province d'origine. Or, dans le Boué maritime, où se situe la capitale économique Port-Gentil, Jean Ping n'a eu que 68% des suffrages, alors que c'est dans le Haut-Lintem qui est considéré effectivement comme un fief fondeur, où Jean Ping a eu le plus gros score avec 72% des suffrages. Bien, ceci dit, après avoir fait ces observations, vous me demandiez tout à l'heure de savoir pourquoi finalement M. Jean Ping a décidé de déposer un recours. C'est vrai que ce n'est pas seulement M. Jean Ping qui n'a pas confiance à la Cour constitutionnelle, madame. Cette Cour constitutionnelle n'inspire aucune confiance de la part des Gabonais. Cette Cour existe depuis 1991 et jamais cette Cour constitutionnelle n'a donné raison à l'opposition, ne serait-ce que pour une fois, notamment en ce qui concerne les élections présidentielles. Pourquoi être Je parle bien de mon... Donc, je vais vous donner des raisons. Pourquoi nous n'avons pas confiance en cette Cour? Dans un premier temps, de par la désignation de ses membres. La Cour constitutionnelle comporte 9 juges constitutionnels. Exact. 3 sont nommés par le président de l'Assemblée, qui est du PDG. 3 sont nommés par le président du Sénat, qui est du PDG. 3 autres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, issu du PDG. À partir de là, le mode de désignation
et le mode de fonctionnement de cette Cour pose déjà problème. Il y a beaucoup d'autres raisons que je n'ai pas le besoin d'expliquer ici. Vous savez que Mme Marie-Madeleine Boranso a été une des plus proches d'Omar Bongo, avec qui elle a eu 2 enfants. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un, à un Français, de porter plainte à Gilbert Mitterrand auprès de la mère de Mazarine Pinjot, qui est la fille de Mitterrand, la fille naturelle de Mitterrand. À ce niveau aussi, il y a des problèmes. Mais finalement, pour revenir à votre question, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, au départ, il y a eu des avis qui ont divergé sur la possibilité de pouvoir déposer un recours. Premièrement, il y a ceux qui ont estimé que cela ne valait pas la peine, mais deuxièmement, il y a eu ceux qui ont pensé qu'il fallait quand même épuiser les voies légales. Et donc, à partir de là, je pense qu'au dernier moment, tout le monde est tombé d'accord qu'il fallait, malgré la méfiance vis-à-vis de cette Cour, il fallait quand même déposer. D'un premier temps, ceci a l'avantage de ne pas décevoir et de ne pas se mettre à dos ceux qui ont pensé qu'il fallait quand même aller à cette Cour-là, notamment ceux qui se veulent être légalistes jusqu'au bout. Et en plus, cette communauté internationale qui a quand même conseillé, malgré ce qu'on dit, qui a quand même demandé qu'on épuise les voies de recours. Mais ceci a pour l'avantage aussi de faire en sorte que, étant donné qu'il y a 15 jours, les 15 jours en examinant les recours, les 15 jours permettront aussi à la médiation de pouvoir s'organiser, de pouvoir s'exercer entre les 2 protagonistes aujourd'hui. Très bien, on reviendra à vous. Alors, Alain Djipo, avec autant d'appréhension, est-ce que vous pensez que l'opposition est prête aujourd'hui au Gabon à accepter le verdict de la Cour constitutionnelle s'il n'est pas en sa faveur? Non, je crois que M. Ping, un bon démocrate et partisan du fair play politique, devrait accepter tout ce qui viendrait, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle. Parce que on dit la loi c'est la loi, même si elle est mauvaise, c'est la loi, il faut l'appliquer. Aujourd'hui, le porte-parole de M. Jean Ping nous fait état de ce que la loi qui donne les prérogatives au président de la République de désigner les membres de la Cour constitutionnelle est une loi mauvaise. Aujourd'hui, on ne peut pas faire rétro-pédalage pour contester une loi qui existe. Il faut travailler à pouvoir l'améliorer avant de venir contester quoi que ce soit. Ça, c'est d'un. De deux, je voudrais revenir sur l'avis qu'il a émis par rapport à la communauté internationale. Je suis d'accord que dans toutes les démocraties, et au moment où se passent des consultations électorales, les pays hôtes reçoivent des observateurs électoraux qui viennent de part et d'autre, avec pour mission effectivement de voir si les règles du jeu démocratique sont respectées ou pas. La mission d'observation ne peut pas se substituer en une mission de recommandation, en une instruction, en une campagne de déstabilisation de l'Afrique. Je suis désolé, ce n'est plus ça l'observation politique. Parce que vous ne pouvez pas me dire, Madame Bichara, que la communauté internationale demande, après le candidat Ping, qu'on procède au recomptage des voix, bureau de vote après bureau de vote, alors que nulle part, ce n'est prévu dans la constitution gabonaise. Il s'agit ni plus ni moins d'une ingérence. Et c'est ce que je dis, et c'est ce que je conteste sur ce plateau. Vous allez me permettre quand même aussi de dire un mot sur la position de M. Ping, qui a été relevée un tout petit peu par son porte-parole là tout à l'heure. Bon, moi je crois que, étant en démocratie, le peuple gabonais est souverain. Et si ce peuple a choisi Ali Bongo, il faut que M. Ping se plie à ça. Si la Cour constitutionnelle donne raison à M. Ali Bongo, il faut que M. Jean Ping accepte. Okay. Un bon démocrate, c'est ça. Très bien. Alors, le temps pour moi de dire bonjour à Maître Jean de Djemo qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour à vous, Maître, et merci d'être venu. Vous êtes avocat barreau de Cameroun. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup et je suis désolé pour le retard. Ça va, vous êtes là. Je vous rattrape. C'est l'essentiel. Le temps pour vous de souffler. Vous voulez réagir? Allez-y, monsieur, avant de passer à Mohamed. Non, je voudrais réagir au propos de monsieur, excusez-moi. Monsieur Alain Djipo. Monsieur Alain, voilà, monsieur Alain
Alain Djiboub, j'ai envie de dire que lorsque vous prenez la parole en prononçant ce genre de propos, d'abord vous dites il faudrait que M. Ping accepte le verdict de la Cour constitutionnelle. En fait, je lis en vous comme si vous saviez que ce verdict serait défavorable à M. Ping. Je ne sais pas sur quel élément vous vous appuyez en le disant. Rien ne vous dit que c'est M. Ping qui perdra à la Cour constitutionnelle. Pourquoi vous ne pouvez pas dire que chacun des acteurs devra accepter le résultat? Vous ne vous acharnez que sur M. Ping, ce que je n'accepte pas, premièrement. Deuxièmement, vous parlez de l'ingérence parce que la communauté internationale aurait exigé la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Mais, monsieur, avant la proclamation des résultats, la suggestion qui a été faite par la mission, ça a été une suggestion, pas une injonction, pas une recommandation. La suggestion qui a été faite par la mission d'observation, elle a été la suivante. Pour éviter des problèmes et des suspicions, il serait mieux de publier les procès-verbaux de chaque bureau de vote. C'est la suggestion qui a été faite avant même que la publication, que les gouverneurs des provinces ne viennent publier les résultats. Et puis, il y a un autre élément. Vous parlez de la loi. Vous savez, nous sommes ici face à une crise politique. Et toute crise politique ne trouve pas forcément résolution au niveau des voies judiciaires ou sur le plan juridique. Je vais vous prendre un cas. Ce n'est pas la première fois que le Gabon est confronté à une crise électorale. En 1994, lorsque Mbabé Sol s'oppose à Omar Bongo et qu'on estime que le ministre de l'Intérieur, M. Antoine Boumboum-Miakou, est venu proclamer les élections, les résultats électoraux, alors que la province de l'Estuaire, qui est la plus grande province sur le plan démographique, où se concentre l'électorat le plus important, alors que ces résultats n'étaient pas encore finis. Ce que je vous dis peut être confirmé par Mme Pauline Ingon, qui est le gouverneur de la province de l'Estuaire à l'époque et qui était le président de la commission d'organisation des élections. Lorsque M. Boumboum-Miakou vient proclamer les élections, un lourd contentieux s'ouvre. Mais Omar Bongo, à l'époque, a estimé que c'est une crise politique. Et alors, tous les bords politiques du Gabon sont allés négocier à Paris. D'un côté l'opposition, de l'autre côté la majorité. Et à partir de là, est sorti le document qu'on appelait les accords de Paris. Et pour donner force de loi à ces accords de Paris, on a été obligé d'organiser un référendum en 1995. Non, laissez-moi finir. Et donc, à partir de ce moment-là, ni le code électoral, ni la Constitution n'avaient prévu les négociations de Paris, n'avaient prévu les accords de Paris. Donc nous disons, face à une crise politique, il y a une voie politique d'abord à adopter. Et que ce juridisme qui veut qu'on aille régler, puisqu'il y a deux phases. Il y a la phase du pré-contentieux électoral, il y a la phase du contentieux électoral. 8 jours après le scrutin, avant le 8e jour, on peut encore régler le problème au niveau de la CENAP. Et c'est ce qu'on a demandé à la CENAP de comptabiliser les voix. Alors, puisque le problème s'est posé à ce niveau. Et il y a 3 types de résultats. Je vous en prie. Pardon, est-ce que je vous en prie. Je viens d'arriver là. Maître Jean de Dieu Momo, justement, vient d'arriver. On vous donne l'opportunité de revenir un tout petit peu sur les derniers rebondissements au Gabon. Cette semaine, il y a eu cette démission, il y a eu cette médiation de l'Union africaine qui avait été annoncée, qui a été annulée. Et il y a justement ce recours jeudi dernier qui a été déposé à la Cour constitutionnelle. Alors, votre réaction quant à ces derniers rebondissements dans la crise post-électorale au Gabon, comment est-ce que vous, quels commentaires vous en faites? Voilà, d'abord, je m'excuse d'être intervenu pour dire que c'est une émission qui est limitée dans le temps, c'est pas une interview d'une personne. Vous ne pouvez pas rester prendre la parole pour... Lorsque c'est mon tour de parole, j'aimerais bien m'en occuper. Je suis très heureux d'avoir un représentant de M. Jean Ping sur le plateau. Ceci doit être dit et clarifié que je suis de ceux qui sont contre la France-Afrique, c'est-à-dire les relations mafieuses entre certains individus de France et certains individus d'Afrique. Non pas les États, c'est pas la France et l'Afrique, c'est les individus auxquels profite, n'est-ce pas, l'exploitation de nos ressources. Quand Muammar Kadhafi donne les caisses d'argent pour soutenir la campagne de Sarkozy, ça ne rentre pas dans les caisses de l'État français. Donc l'État français, le peuple français est victime comme le peuple africain. Lorsque Bourgui vient prendre des sacs d'argent au Gabon pour donner à ses amis, ça ne rentre pas dans le trésor français, ça rentre dans les poches des individus. Ce sont ces individus-là que nous qualifions de France-africains. Donc ce n'est pas les relations d'État à État. C'est des individus qui ont leur complicité ici. Donc, de ce point de vue de mon combat, j'ai eu un penchant au début, tout début, pour Jean Ping.
parce que j'estimais que c'est Ali Bongo qui était le représentant de la France africaine dans la sous-région, en remplacement de son père. J'étais vraiment pour Jean Ping jusqu'au moment où, pendant les campagnes, il ne m'a vraiment pas convaincu. Et non seulement il ne m'a pas convaincu, mais je ne vote pas là-bas. Je vous dis simplement parce que je sais qu'il va voir cette émission pour savoir pourquoi les Camerounais se sont rangés derrière Ali. Enfin, certains se sont rangés derrière Ali. Il faut qu'ils comprennent pourquoi. Que nous l'attendions ailleurs. Il était notre candidat, on le soutenait. Mais à un moment donné, nous avons surpris qu'il était porté par ce que nous combattions. C'est-à-dire, on a vu comment il faisait campagne avec les drapeaux américains et français. On s'est dit, tiens, on remplace X par Y alors que c'est la même chose. Donc voilà le problème, le véritable problème. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, Madame Biega, la Cour constitutionnelle va être saisie. Le problème de fond que je voudrais que vous sachiez, pour ma position, c'est que les suspicions contre la Cour sont légitimes. Aucune juridiction africaine n'est indépendante. Aucun tribunal, aucune juridiction. Parce que ce sont les instruments de maintien au pouvoir par ceux qui y sont. L'élection également est un mode de maintien au pouvoir. Pourquoi? Le problème, c'est simplement que nous ne savons plus quelle est la volonté du peuple. Parce que les élections en Afrique sont manipulées depuis Paris. Un exemple que j'ai tiré dans un livre d'un Français. Il rapporte les élections de Côte d'Ivoire du 28 octobre 1990 avec Houphouët-Boigny, lorsque Laurent Gbagbo s'est présenté pour la première fois contre Houphouët-Boigny. On l'en a dissuadé, y compris même les gens d'une certaine opposition sont venus dire non, ne te présente pas comme le vieux, quand même, laisse-le sortir par la porte honorable. Et c'est à ce moment que, par l'intermédiaire de son chef, de la dame de, comment on appelle ça, le cabinet, Mitterrand, fait appeler donc Laurent Gbagbo pour lui demander de céder. S'il persiste à se maintenir. Devant la réponse affirmative, il lui dit, dites à Laurent Gbagbo qu'il fera 18% à la présidentielle et qu'il aura 8 députés aux législatives qui vont suivre la présidentielle. Donc, de ce point de vue, et je viens de lire ce matin encore en préparation de votre émission, un article qui me conforte que ce qu'on appelle la voix du peuple en Afrique est la voix de l'Occident. Et que les élections sont décidées depuis Paris. Qu'on sait même déjà d'avance combien pourcent tu feras avant que tu n'ailles à l'élection. Et donc, j'approche ça au coup de téléphone qu'on a surpris entre Jean Ping et un Ivoirien qui a été démis de ses fonctions, qui sont en train de préparer le chaos au Gabon. Je dis, mais attends, le Gabon, c'est un peuple frère. J'ai encore eu à partager avec les autres Africains un autre coup de fil où on est en train de parler comment les observateurs de l'Union européenne ont fait un excellent travail. Mais que l'ONU n'a pas fait un excellent travail parce qu'ils n'avaient pas le personnel. Et on appréciait le représentant du NDI, qui est vraiment un gars très bien. Le Camerounais, là, il est un gars très bien. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc alors, nous sommes les dindons de la force. Si on s'en tient à votre argumentaire, oui, finalement, c'est Ali Bongo qui a été porté à la tête du pays, ou alors, comme si on s'en tient à votre argumentaire, voilà, puisque rien n'est transparent, oui, comment on va comprendre aujourd'hui? Nous sommes dans l'embrouillamini la plus totale. C'est eux qui décident, et ni Jean-Pierre, ni Ali, plus personne ne sait où on en est. Qui a décidé? Est-ce que c'est le peuple gabonais qui a décidé? L'exemple, en 2009, on nous dit que c'est Ali qui a gagné. Nous sortons, nous acclamons. Après, comme Ali devient têtu, il refuse, il redresse les machins, les compagnies totales. Et on dit, parce que la Total, c'est les France-Africains là, c'est Elf Total, hein, vous voyez, moi j'étais, c'est Elf Total, ce sont les France-Africains, c'est eux qui décident, c'est pas le gouvernement, et ils font pression sur le gouvernement français. Donc, 2009, on nous dit Ali a gagné, on applaudit. Après, l'instant d'après, comme il devient têtu, on dit, non, tu n'as même pas d'abord gagné, hein, c'est tel autre qui a gagné. Il nous cogne les têtes. Donc franchement, qui a gagné entre Ping et Ali? Et qui a perdu? Le peuple gabonais a perdu, voilà la vérité. Vous allez réagir, Edmond Kamga? Oui, je voudrais dire un mot sur la communauté internationale et un autre mot sur la Cour constitutionnelle. Je commence par la communauté internationale. J'observe que parmi les deux principaux candidats, notamment au Gabon, il y a Ali Bongo, il y a également Jean Ping.
Celui qui utilise beaucoup le terme communauté internationale, c'est Jean Ping. À tout bout de champ, dans tous les discours, il ne manque pas l'expression communauté internationale. Récemment, il a invité la communauté internationale, n'est-ce pas, à voir de près tout ce qui se passe. Il a interpellé, il a demandé l'ouverture d'une enquête internationale pour voir la responsabilité de ceux qui ont vraiment organisé ces violences et tout. Mais il sera très surpris si on organise même cette commission d'enquête. Non. Je voudrais définir, qu'on revienne sur la définition de la communauté internationale. Vous savez, c'est un terme très flou. Là, je parle en tant que juriste, en tant que diplomate également, qui est habitué à ce terme-là. C'est un terme qui est très englobant. Mais en réalité, lorsque vous observez les articles, les déclarations, on parle de communauté internationale, selon qu'elle est utilisée dans un contexte précis et d'une certaine façon, ça a telle ou telle signification. Aujourd'hui au Gabon, puisque nous sommes au Gabon, quand Jean-Pierre parle de la communauté internationale, tout ce qui est en relation avec la communauté internationale, il s'agit essentiellement de deux pays. Comme disait M. Momo tout à l'heure, des États-Unis, de la France, et puis une institution qu'on appelle l'Union européenne. Et si vous observez bien, la communauté internationale qui est tant citée, c'est essentiellement dans un seul camp, c'est-à-dire sur le bloc occidental. Or, la communauté internationale, d'une manière générale, doit pouvoir englober pas un seul camp, pas une seule sphère géographique. La communauté internationale, c'est l'ensemble de la communauté internationale. C'est-à-dire la communauté internationale dans son ensemble. C'est-à-dire quoi? Aussi bien les pays occidentaux, aussi bien la Russie, la Chine, l'Afrique, les pays d'Amérique latine et l'Asie. La communauté internationale doit pouvoir comprendre l'ensemble des pays membres de l'Assemblée générale de l'ONU et les organisations internationales. Non, là je suis sûr, je ne fais que préciser pour que les gens comprennent. De quelle communauté internationale il s'agit? Voilà. Au Gabon, là, il ne s'agit pas de l'ensemble de la communauté internationale. Il s'agit d'une partie de la communauté internationale qui, visiblement, soutient de près ou de loin un des candidats qui l'interpelle à tout bout de champ pour revendiquer, pour faire pression sur le président sortant. Ça, c'est une analyse que je tenais à faire pour commencer. Et pour dire que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste qu'une certaine, là je mettrai les guillemets, une certaine communauté internationale ne réagit que par rapport aux doléances d'un candidat et non pas par rapport à la loi gabonaise. Parce que chaque pays a ses lois. Qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, il faut d'abord l'appliquer et résister, combattre, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des batailles entre l'opposition et le pouvoir pour améliorer les lois électorales. Ça se fait dans tous les pays, y compris au Cameroun. Au Cameroun, par exemple, nous avons eu l'Observatoire national des élections, ONEL 1, ONEL 2, ELECAM 1, ELECAM 2. Je suis pour ELECAM 3, qui permettent aux représentants de l'opposition d'être membres de l'ELECAM. Pour que l'ELECAM s'améliore. Parce que les batailles doivent se poursuivre. Mais il faut d'abord respecter les lois. Là, c'est sur la notion de communauté internationale. Et je dis que ce n'est pas juste que la communauté internationale qui est en train d'intervenir au Gabon ne soit qu'une partie de la communauté internationale qui visiblement donne l'impression de ne soutenir qu'un seul camp. Je confirme le fait qu'ils soutiennent un seul camp parce qu'ils ont utilisé la Côte d'Ivoire pour pouvoir agir auprès de Jean Ping, pour pouvoir déstabiliser le Gabon. Là, ce n'est pas une affirmation gratuite. Je le dis parce que Alassane Ouattara lui-même a reconnu qu'il y a eu acte d'ingérence au Gabon. Et c'est la raison pour laquelle, dans le communiqué de la présidence ivoirienne, il met fait aux fonctions de Mamadi Diané. Je n'ai pas terminé. Maintenant, c'est sur la Cour constitutionnelle. Oui. Je ne suis pas d'accord avec M. Toutoumé. Lorsqu'il rappelle, n'est-ce pas, avec beaucoup j'allais dire, de préjugés, la proximité entre Mme Madeleine Boranso, la présidente de la Cour constitutionnelle, et Omar Bongo. Écoutez, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, cette proximité. Non, je dis, ma référence à ça n'a été qu'en second lieu, qu'en second facteur. Mais vous l'avez dit. Mais je vous ai dit, surtout le mode de désignation et le fonctionnement de ce Je suis d'accord. Voilà. Vous pouvez contester le mode de désignation. Oui. Mais toujours est-il que selon la loi gabonaise, c'est cette structure qui doit pouvoir arbitrer et ordonner ou pas le recomptage des voix. Pourquoi est-ce que j'évoque également la Cour constitutionnelle? Parce que dans tous les pays du monde, c'est la structure, c'est l'organe régulateur de toutes les autres institutions. Vous avez la chance même d'en avoir une. Vous devriez être fier d'avoir un Cour constitutionnelle parce que le Cameroun n'en a pas. Depuis 20 ans, le Cameroun n'a pas un conseil constitutionnel. Et nous sommes partis vers le chaos. Si au Cameroun, il n'y a pas un conseil constitutionnel d'ici les prochaines élections. Parce que c'est la seule structure. Ce n'est pas seulement le juge
de juge de constitutionnalité des lois, c'est l'organe régulateur, c'est l'organe qui constate la vacance du pouvoir. Absolument. Si tel est le cas au Cameroun, c'est le chaos. Vous deviez être fier d'avoir un cour constitutionnel. On reviendra attendez de voir la décision que prendra cette cour, parce que c'est déjà bien que cette structure existe. Alors, on parle justement de décision, M. Ndoutoumé. On parlait tout à l'heure de cette sortie du candidat Jean Ping après le dépôt de ce recours et qui a comme mis une pression à la Cour constitutionnelle, qui a comme menacé, c'est les thèmes qui ont été étudiés dans la presse, cette Cour constitutionnelle, comme quoi il fallait absolument que le verdict qui sortira de là soit en sa faveur. Alors, est-ce que vous êtes prêts à l'opposition, dans le camping, à accepter le verdict, quel qu'il soit, puisque on a reproché aussi au candidat Jean Ping pendant cette élection d'en appeler à une certaine révolte dans le pays. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à accepter le verdict, quel qu'il soit? Je pense que je n'ai pas la même lecture que vous et j'invite Maître Edmond au calme. Nous ne sommes pas dans un meeting politique et je n'ai pas ici l'ambition de faire. Je m'étonne comment il élève la voix. Non, j'ai envie de dire que je ne me doute pas de la décision qui sera prise si jamais la loi est dite de la victoire de Jean Ping. Je vous le dis pourquoi. Parce que au Gabon, il y a 9 provinces. Vous appelez ici régions. Monsieur Ali Bongo n'a gagné des élections que dans 3 régions. Dans le Goué-Lolo, le Goué-Ivindo et tout naturellement dans le Haut-Ogoué. Et Jean Ping gagne les élections dans l'ensemble des provinces, notamment les 6 provinces. Les résultats que je vous donne, ce sont les résultats publiés par les gouverneurs. Et vous savez, les gouverneurs de province sont nommés par l'État. Ça signifie quoi? Ça signifie que avant la proclamation des résultats du Haut-Ogoué, Jean Ping avait une avance de 60 900, excusez-moi, de 60 945 voix. Ouais. Et que finalement, au regard des projections mathématiques qui ont été faites, parce qu'à ce moment-là, nous disposions de 150 procès-verbaux de la province du Haut-Ogoué. Et que lorsqu'on fait les projections mathématiques et statistiques, et au regard du taux d'abstention et du taux de participation, on était d'accord que sur les 71 000 électeurs dans la province du Haut-Ogoué, M. Ali Bongo n'était plus en mesure de faire le retard. Parce que la question essentielle, c'est cela. Mais on a attendu que toutes les 8 provinces donnent des résultats pour que finalement, on donne les résultats du Haut-Ogoué. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Et je vous dis que la province du Haut-Ogoué est l'une des provinces les mieux développées en matière de communication. Si on obtient les résultats dans une province comme le Goué-Vindo, qui est peut-être une des provinces les moins avancées sur le plan des technologies de l'information, ce n'est pas dans le Haut-Ogoué qu'on ne peut pas obtenir des résultats avant. Et que finalement, on a attendu qu'on regarde l'écart de voix qui manquait à Ali Bongo. Premier fait. Ce fait est confirmé par quoi? Lorsque monsieur le gouverneur vient donner les résultats du Haut-Ogoué, on donne à Ali Bongo 65 000 voix. Et puis, bizarrement, lorsque le ministre de l'Intérieur vient donner les résultats, ces résultats qui doivent être conformes à ceux donnés par le gouverneur, on donne à Ali Bongo 68 000 voix, un peu plus. Mais que l'autre aberration, c'est que le taux d'abstention est évalué à 4% dans l'ensemble de la province. Or, dans la ville de Mwanda, qui est la ville minière, si vous connaissez bien la géographie du Gabon, dans la ville de Mwanda, le taux d'abstention est de 5 000 voix. Comment dans une ville, par exemple la région centre de Yaoundé, comment est-ce que dans une ville comme Yaoundé, on peut avoir 5 000 voix d'abstention et dans la région du centre de Yaoundé, on a 400 voix d'abstention? Je vous donne les résultats, bureau de vote par bureau de vote, proclamés par les gouverneurs. C'est-à-dire, la province du Haut-Ogoué a 400 voix d'abstention. Mais la seule ville de Mwanda a 5 000 voix déjà d'abstention. Et que le résultat donné par le ministre de l'Intérieur n'est plus le même que le résultat donné par son gouverneur. Et qui n'est pas le même que le résultat donné par l'ensemble des procès-verbaux. Or, le procès-verbal de synthèse donne, selon le gouverneur, 65 000 voix à Ali Bongo, selon le ministre de l'Intérieur, 68 000 voix. Et j'ai ici, maître, vous parlez, je pense que vous connaissez la valeur d'un procès-verbal d'audition. Les 3 membres de l'opposition qui représentaient cette opposition au niveau de la Sénat provinciale du Haut-Ogoué ont reconnu devant un huissier de justice avoir perçu 50 millions de francs CFA, des 100 millions qui leur ont été promis. Et ces 3 compatriotes ont été entendus
par un huissier de justice dont je vous remets ici le procès verbal d'audition, qui ont reconnu donc cette fraude-là. Ça signifie quoi? Ça signifie que le procès verbal de synthèse, qui doit faire la sommation des résultats des procès verbaux bureau de vote par bureau de vote, ne donne pas le même résultat selon qu'on se situe au niveau du gouverneur ou au niveau... Et voilà la situation dans cette province-là. Et c'est pourquoi nous avons demandé le recomptage des voix bureau de vote par bureau de vote. Alors, je voulais vous relancer en disant que vous avez dit tout à l'heure que le président n'avait pu déposer de recours, sauf qu'il a fait une sortie dans laquelle il a dit qu'il devait contester ce recours de Jean Ping parce qu'il n'y a pas que, apparemment, des fraudes qu'au Haut-Ogooué, comme vous semblez le démontrer ici. Il y a également le Wolontem. Non, comme je le démontre, je ne sens pas le démontrer. Comme vous le démontrez ici, il n'y a pas que eu des fraudes dans cette partie du Gabon. Il y a eu des fraudes ailleurs, d'après le camp Bongo, et sur lesquels il va justement s'appuyer pour demander que votre recours soit attaqué. Donc c'est justement pourquoi on se dit que la communauté internationale, cette partie qui se fait entendre au Gabon, n'insiste que sur le Haut-Ogooué. Pourtant d'autres candidats, l'opposition, enfin le gouvernement se plaint également des autres fraudes, dans d'autres parties du pays. Comment expliquer que ce ne soit que le Haut-Ogooué qui soit mis en avant aujourd'hui? Bon, ce que je peux dire, c'est que la sécurité absolue n'existe pas dans un processus électoral. Il ne sert à rien de dire que tel aussi a triché. Encore faut-il en apporter la preuve. Ce n'est pas à nous d'apporter la preuve que nous avons triché. C'est au camp d'en face d'apporter la preuve. Nous apportons la preuve de ce qu'il y a eu fraude dans la province du Haut-Ogooué. Si maintenant, M. Ali Bongo, président sortant, et ses partisans estiment qu'il y a eu fraude dans une autre localité du Gabon en faveur de Jean Ping, par exemple, mais qu'ils apportent la preuve et que la Cour jugera. Maintenant, pourquoi ce recours n'a plus été fait? Vous savez, il y a ce qu'on dit. Une demande conventionnelle qui apparemment... Il y a ce qu'on appelle la communication politique. Il y a ce qu'on dit et c'est ce qu'on fait. Si M. Ali Bongo et ses partisans estiment que le Jean Ping a triché à Bitam ou bien à Mayumba ou dans une autre localité, mais qu'il rédige un recours. Il a dit devant les médias, mais pourquoi il n'a plus introduit ce recours? Il a parlé d'une Ce n'est pas à moi de justifier pourquoi il n'a pas introduit. Nous, on fait la fixation sur le Haut-Ogooué parce que nous avons des éléments qui prouvent qu'il y a eu fraude dans le Haut-Ogooué. Je vous en prie, Alain Djipou. Monsieur le porte-parole de Jean Ping, vous allez me permettre de prendre la parole? C'est pas moi qui l'ai dit. Parce que, en fait, on vous a coupé de l'antenne depuis, et puis vous ne faisiez que discourir. Donc, c'est pour cela que je dis, s'il vous plaît, permettez que je place aussi un mot en tant que panéliste. Je voudrais donc, après l'avoir dit, revenir sur quelques propos du porte-parole de Jean Ping. D'abord, j'observe pour ma part que ce porte-parole semble particulièrement un peu scandalisé par la fraude massive qu'il y a eu dans la province de Haut-Ogooué. Et même s'il fait fi des résultats staliniens dans le Wolontem, qui est un bastion de l'opposition, bien entendu. Donc, moi, je voudrais quand même dire que au Gabon, le vote est fondé sur la base tribale, un peu comme au Cameroun. Vous êtes du pays organisateur, fatalement, et vous avez un champion qui est du pays organisateur, vous votez pour lui. Vous êtes du Grand Nord, vous avez un candidat, vous votez pour le Grand Nord. Ça, c'est un peu caricaturé, hein, pour dire qu'au Gabon, c'est exactement ce qui s'est passé. En termes électoraux, le peuple gabonais a une fibre ethnique qui est prononcée. Chacun a voté avec des scores bolcheviques dans son fief. Non, c'est fou. Toute l'opposition. Excusez-moi. Je suis désolé, quand vous parliez, personne ne vous a interrompu. S'il vous plaît, soyez démocrate. Alors, je voudrais dire que... Non, on ne se fait pas de cadeau, on est sur un débat libre. Il n'est pas... Nous, on n'est pas des xénophobes, nous discutons des idées, ce n'est pas des querelles de personnes. Maître Momo, pour l'arbitrage, Maître Momo, votre arbitrage n'a pas sa raison. Allez-y, le temps passe. Tu perds ton temps là. De poursuivre. Il fallait donc pas m'arrêter. Alors donc moi je dis, pour être plus sérieux, qu'en réalité, M. Jean Ping et tout son état-major ne peuvent que se prévaloir de leur propre turpitude. J'en veux pour preuve. Eux-mêmes qui aujourd'hui sont étonnés des résultats du PDG dans le Haut-Ogooué, eux-mêmes
qui étaient les premiers à monter au créneau pour traiter ce peuple gabonais de cette partie du pays, de Kaffa et autres. Ils sont aujourd'hui surpris de ce que dans cette province, qu'aucune voix de leur soit favorable. Donc je suis désolé, ce n'est pas comme ça la démocratie. Il faut qu'eux-mêmes tirent les leçons de leurs propos discourtois et même violents à la limite face au peuple gabonais. Et les Gabonais ont compris que non, nous ne pouvons pas mettre au pouvoir des gens qui ne nous respectent pas. Quand vous traitez un peuple gabonais de cafard, vous vous attendez à gagner les élections. Comment? Très bien. On va aller rapidement parce que le premier, on va bientôt sortir ce sujet avec vous. Maître Momo, alors c'est quoi l'issue aujourd'hui? Manifestement, chaque parti est campé sur ses positions. Quel que soit le verdict de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, il est clair qu'il sera difficile pour une partie de la secte. Alors, comment est-ce qu'on peut entrevoir l'avenir au Gabon aujourd'hui? Une médiation peut-être? Pour médiation, ça va être difficile, mais il faut l'envisager. D'ailleurs, d'abord, je voudrais féliciter M. Jean-Ping d'avoir pris la peine quand même d'envoyer quelqu'un sur le terrain pour nous expliquer. J'aurais voulu qu'Ali envoie aussi quelqu'un. Les deux devraient. Il y aura certainement des. Les deux devraient être peut-être. Je crois que c'était le représentant d'Ali. Pardon? Non. Non, c'est vous plutôt qui êtes le représentant. C'est plutôt vous qui êtes le représentant. Merci pour ces atouts. Donc, ce que la suite va nous réserver, malheureusement, ne semble pas, de mon point de vue, dépendre de l'Afrique. Et c'est ce qui est dommage. Moi, j'aurais vraiment aimé que ça dépende de l'Afrique. Parce que le Cameroun, comme les pays de la sous-région, ont intérêt en Afrique, au Gabon. Il n'y a pas que la France qui a ses intérêts au Gabon. Les Camerounais sont nombreux qui vivent au Gabon. Quand moi j'étais à Libreville, moi j'ai été accueilli par une population librevilloise vraiment très chaleureuse. Donc c'est vraiment une population sœur, quoi, quand même. Et donc, l'escalade de violence qui s'annonce à l'horizon, et qui a été, qui semble être soutenu par les deux partis, devrait s'arrêter à la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. J'espère que les deux pourront s'entendre pour faire peut-être une espèce de partage de pouvoir. Ouais. Parce que mieux vaut ça que l'escalade dans laquelle nous allons. Et je voudrais profiter, comme nous sommes là pour inviter M. Ping à un peu de modération dans ses propos. Chaque fois qu'il fait une sortie médiatique, je ne sais pas comment il place ses mots, comment sont ses conseils, mais chaque fois, il met le feu, il met l'huile sur le feu. La fois dernière, il a dit, quels que soient les résultats de la Cour constitutionnelle, et si la Cour constitutionnelle ne lui donne pas raison, il va contester. Et c'est ce qu'il avait dit aussi. Non, je m'adresse à monsieur. C'est ce qu'il avait dit aussi en allant aux élections, que s'il ne gagne pas, il va contester. Donc, je sais vous dire ce que j'ai à dire. Dans la foulée, je sais dire ce que j'ai à dire. Donc, j'ai dit pendant l'élection que monsieur Ping, on part alors aux élections pour faire quoi si tu as déjà gagné? Et c'est la même chose que je dis aujourd'hui. Comme il dit qu'il a sorti, j'ai la télévision dans ma poche là, j'ai filmé. J'ai d'ailleurs ça sur ma page Facebook. J'ai dit, si vous allez contester le verdict de la Cour constitutionnelle, pourquoi alors vous y allez? Très bien. Donc c'est ça le problème. Pardon, il faut que modère ses propos pour qu'on ait la paix. Le Gabon là n'est pas trop grand, il ne faut pas le détruire. Rapidement, en une phrase peut-être pour sortir ce sujet, Edmond Kamga, sur l'avenir aujourd'hui. Sur l'avenir, j'appelle toutes les parties concernées, c'est-à-dire le camp Ali comme le camp Jean-Ping, de se soumettre au verdict de la Cour constitutionnelle. Et si, d'aventure, les résultats ne sont pas favorables pour l'un des camps qui estime qu'il doit pouvoir revendiquer par des mesures non conventionnelles, j'en appelle à cette partie-là beaucoup de retenue de réserve dans l'esprit de réconciliation, de paix et de justice au Gabon. Parce que si le Gabon est troublé, c'est l'ensemble de la sous-région qui est troublé. Et le Cameroun a déjà assez de réfugiés qui nous viennent du Nigeria, qui nous viennent de Centrafrique. Et si, d'aventure, il y a encore une bonne forte population, non seulement des Camerounais qui vivent au Gabon, qui reviennent au Cameroun, mais de Gabonais qui viennent au Cameroun, je crois que c'est une situation très compliquée et difficile. C'est la raison pour laquelle j'estime, et je redis, comme Maître Momo, j'appelle Jean-Ping à beaucoup de modération dans ses propos. Si, à la fin, la Cour constitutionnelle dit qu'il n'a pas gagné, qu'il tempère ses positions
et dialogue avec son frère Ali. J'ai dit son frère parce que je sais qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble avec le père Omar Bongo. Parce que il est possible, même si quelqu'un a perdu, même si l'un des deux camps a perdu, il est possible de travailler ensemble dans une sorte de gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas impossible. Et j'appelle enfin, pour sortir, l'Union africaine à jouer le jeu qu'ils ont commencé à jouer. Parce qu'il est important de le signaler. Quand on dit, sur le plan diplomatique, que la mission, la délégation que Idriss Déby devait conduire à Libreville n'est pas arrivée pour des raisons de calendrier, tout le monde ne le comprend pas. Cela signifie quoi, concrètement? C'est pas que la délégation a été dans l'incapacité d'arriver à Libreville, mais c'est que dans sa discussion avec les partis concernés, c'est-à-dire Ali Bongo et Jean Ping, ils ont convenu d'un certain modus vivendi, c'est-à-dire comme un gentle agreement, une certaine plateforme qui n'a pas été acceptée. Non, qui a été acceptée, qui a été la base, qui a amené Jean Ping à déposer son recours. C'est sur la base de cette plateforme que Jean Ping a déposé son recours, et l'Union africaine ne pourra revenir plus tard que si un certain nombre de choses ne sont pas faites dans l'accord qu'ils ont convenu ensemble. C'était important de le souligner, parce que l'Union africaine joue un rôle très important dans le dossier. En une phrase, pour sortir. Oui, en une phrase, je pense que je n'irai pas à l'encontre de ce que viennent de dire monsieur Maître Momo et monsieur Edmond. Vous savez que moi-même, j'ai perdu un neveu dans les violences de Libreville, que peut-être les obsèques se sont déroulées derrière moi. Ce que nous voulons dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes plongés dans une crise, mais cette crise ne signifie pas que les Gabonais ne pourront pas se parler. Nous pensons qu'au sortir de la décision de la Cour, forcément, même s'il y a une décision juridique ou juridictionnelle, il y a forcément un dialogue qui pourrait s'engager. Mais en même temps, pour sortir définitivement, j'ai envie de dire à mon jeune frère qu'il est mieux souvent de connaître la carte politique et ethnique d'un pays. Le vote qui a eu lieu au Gabon le 27 août n'a pas été un vote ethnique. Lorsque Jean Ping obtient par exemple 72% dans le Wellington, Jean Ping est d'une ethnie minoritaire. C'est l'opposition. Monsieur, pardon, il est mienné. Non, parce que vous parlez de vote ethnique. C'est l'opposition. Excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. Je vous en prie. C'est pas un vote technique. Il est mienné 3 ou 4% de la population gabonaise. Par contre, l'ethnie Fan est autour de 40% de la population. Monsieur Jean-Pierre, je n'engage plus de discussion, mais parce que vous avez une mauvaise connaissance de l'histoire. Je suis désolé, c'est bien cela. Vous niez les faits. Jean Ping n'a pas seulement obtenu ses victoires dans la partie Mienné. Les partis Pounou, Ngounie, Nyanga, les partis estuaires, c'est des Fans et des Mienné. La partie septentrionale, merci. Merci à vous, merci. À connaître la carte ethnique d'un pays. Merci, monsieur d'être venu. Merci d'être venu. Donc que nous sortions de cette crise politique. Alors, pour que même la très forte communauté camerounaise, qui est peut-être la deuxième ou la troisième communauté la plus importante au niveau du Gabon, que cette communauté vive aussi en paix. Alors, merci à vous d'être devenus, et justement, c'est le souhait, je pense, de tous les Africains, que ce beau petit pays reste en paix. Oui, permettez donc d'aborder le deuxième sujet de cette journée. Nous parlons donc de ce défi, ce grand défi auquel font face les grandes villes au Cameroun. Aujourd'hui, il s'agit du défi des ordures ménagères. Les villes de Yaoundé entre all croulent pratiquement sous les immondices. Ce sont même là les titres des journaux qui sont parus cette semaine. La société en charge de la collecte et du traitement de ces déchets a fait une sortie en cette semaine pour expliquer les difficultés la difficulté donc liée à tout ce qui est vu sur le terrain. Alors Edmond Kamga, vous avez suivi toutes les réactions de la presse cette semaine parlant de ces ordures. Quel commentaire pouvez-vous faire de la façon dont cette information a été traitée? Oui, j'ai le sentiment dans le développement, n'est-ce pas, dans les articles qui ont été publiés, diffusés sur la situation de l'insalubrité, notamment dans la ville de Douala, que Isakam a fait l'effort de communiquer, a fait un effort de communiquer en recevant la presse, en l'amenant même sur le terrain pour voir de quoi il s'agit. C'est-à-dire, les camions qui sont embourbés dans la zone du déversoir. Mais je pense que ce n'est qu'un volet de la question. Ce n'est pas toute l'explication
de la situation d'insalubrité dans la ville de Douala. J'estime pour ma part qu'il faut dire toute la vérité, n'est-ce pas, aux compatriotes. C'est vrai que Isaac Am se plaint de ce que l'État ne reverse pas toute sa quote-part. 3 milliards environ de poussière. De poussière de dette. Mais est-ce que Isaac Am paye régulièrement les salaires de ses employés? Est-ce que Isaac Am fait en sorte que son personnel puisse être motivé, déterminé dans son travail et n'ait pas envie d'aller chercher ailleurs? Est-ce que Isaac Am évite à son personnel d'entrer dans le chômage technique? Là, j'interpelle le représentant d'Isaac Am, je crois, qui est sur ce plateau, parce que on n'a qu'une partie de la vérité, on n'a pas toute la vérité. Il faudrait qu'ils nous disent. Parce que j'ai même entendu parler d'une tentative de débrayage qui est liée à une situation au fonctionnement interne d'Isaac Am. Or, cette information, Isaac Am ne la rend pas publique. Bon, pour des raisons qu'on peut imaginer. Très bien. Alain Djipou, justement, est-ce que les raisons qui ont été évoquées par Isaac Am, puisqu'on va donner le nom, sont suffisantes pour justifier la situation aujourd'hui sur le terrain? Isaac Am qui a fait savoir, Edmond le disait, que sa logistique n'est pas en forme. Il y a ces camions qui sont en panne, il y a l'état de la route, il y a également que la décharge où on se déverse tous ces déchets-là n'est plus entretenue. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Ou alors on peut évoquer également ces fonctionnements internes qui n'ont pas été dévoilés au cours de cette sortie? Moi, je crois que c'était pas le lieu de se faire harakiri. Si tant est que Isaac Am aurait quelques soucis dans son management, c'était pas la sortie de la cellule de communication de cette entreprise ne visait pas justement à montrer les plaies, les lèpres de cette structure. Non. Il fallait bel et bien donner des raisons objectives, supposées objectives, pour pouvoir amener l'opinion à comprendre pourquoi nos villes sont envahies par les ordures ménagères. Donc moi je crois que parlant des raisons objectives, la face visible de l'iceberg, on peut effectivement constater que le parc automobile de Isaac Am n'est plus tout à fait à même de faire le travail pour lequel Isaac Am est attendu. Donc moi je crois qu'il faut un effort, il faut recapitaliser un peu cette entreprise pour lui donner les moyens, de conduire dignement sa mission d'enlèvement des ordures. Très bien. Surtout que vous allez me permettre de chuter par là, surtout qu'on est quand même à la veille, on est à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations féminine que le Cameroun doit abriter. Si nos autres débarquent dans une capitale politique vraiment envahie par des ordures, ce ne serait pas bien pour l'image de marque de ce pays. Alors, et c'est pour cela que rapidement, Isaac Am a bien fait d'expliquer pourquoi il y a des problèmes dans l'enlèvement des ordures ménagères. Alors, nous allons aller rapidement, je vous en prie, cher monsieur, parce que le temps passe très très vite, on n'a plus beaucoup de temps. Et nous avons sur ce plateau monsieur Adrien Galeben, qui est donc expert en gestion des déchets. Merci à vous de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bienvenue à Droit de Réponse. Merci madame, merci d'être une fois de plus dans ce plateau pour apporter un certain nombre d'explications pour l'intérêt général du public. Je dirige déjà une société spécialisée dans la gestion et la valorisation des déchets. Et je voudrais dire ici, qui veut dire gestion des déchets, veut dire collecte, transport, tri et recyclage, ensuite valorisation. C'est des grandes étapes qui constituent cet ensemble. Alors justement, au sujet de ces déchets qui sont aujourd'hui observés partout dans la ville de Douala, vous avez certainement suivi cette actualité. Est-ce que vous pensez que les causes qui ont été données par l'entreprise suffisent-elles à expliquer la situation? Et il faut peut-être, puisqu'on n'a pas assez de temps, parler de ce monopole qu'a la société, l'entreprise dans la collecte, la gestion des déchets aujourd'hui. Quel est votre avis sur la question, votre commentaire d'expert? Oui, je commence déjà par dire que lorsqu'on met sur pied une structure comme Isaac Am, ça demande de gros moyens, d'énormes moyens, et c'est une société qui est vieille de plus de 50 ans et donc qui est dotée d'une certaine expérience. Aujourd'hui, il y a des techniques nouvelles
qu'on emploie qui ne sont plus celles qu'Isakam pratique. Parce que tout ce que nous faisons dans nos grandes villes de Douala et Yaoundé, c'est en pratique de l'enfouissement. C'est totalement regrettable et ça, on ne le fait plus en Europe. Et même dans certains pays d'Afrique, à côté de nous au Nigeria, on ne le fait plus. Au Ghana, on ne le fait plus. Au Rwanda, ça ne se fait pas. Alors, tout part du départ. Lorsqu'Isakam se met à gérer les déchets, on lui donne ce transport, cette collecte des déchets, et on lui donne à la fois la gestion de la décharge. Ce qui ne devait pas se passer comme ça, parce que lui, à la fois, jugé et est parti. Alors, à travers ça, ils se retrouvent dans une situation qui va grandissante, parce que dans les années où Isakam commence, je ne sais pas quelle était, en termes de densité, la population qu'on avait. Mais aujourd'hui, à Douala, on a environ 5 millions d'âmes. Oui, au moins. Au moins. Au moins. Ouais. Et 5 millions d'âmes, on donne dans une société comme ça, des opérations de ce genre à une seule et unique société. Ça n'existe pas ailleurs. Il y a toujours des possibilités de faire des espèces de repartition. Isakam est dépassé, même si Isakam a 1000 camions aujourd'hui, il ne pourra pas s'améliorer mieux que ça, parce qu'en face, il n'y a pas la concurrence. Et maintenant, cette décharge qu'on lui donne, elle est totalement inaccessible. Je vous assure, nous faisons dans les mêmes activités. J'ai une dizaine de camions pour mon entreprise, qui existe depuis une quinzaine d'années déjà, et pour laquelle on a demandé plusieurs fois, tendu la main aux autorités pour dire, écoutez, brandissez-nous, donnez-nous l'occasion de vous faire voir ce que nous sommes capables de faire. Ça a toujours été lettre morte. Très bien. Une réaction, Maître Mo, rapidement. Oui, bon, avant qu'il chute sur sa dernière observation qui montre qu'il est intéressé, moi je partageais complètement l'ensemble de ses positions et je me réjouissais. Je pensais qu'il était neutre. Je pensais que, et je me réjouissais de son analyse. Je me réjouis toujours de partager l'analyse d'un expert, d'abord de la question de la matière. Et ça me réconforte que je suis dans le bon sens. Pour dire que, en tant qu'amateur de cette affaire, je veux parler comme je suis conseiller municipal à Douala 5e. Mon avis est que Isakam bénéficie d'un monopole qui nuit même à son travail. Et vous n'avez qu'à voir comment fonctionnent ces chauffeurs sur la route. C'est-à-dire que l'obésité avec laquelle fonctionnent ces chauffeurs, la monstruosité, je veux dire même la grossièreté avec laquelle se comportent les conducteurs de camions, pour montrer que c'est une entreprise qui n'a pas peur, qui ne rend compte à personne, qui ne rend pas compte au peuple. Enfin, qui n'a pas peur, qui vous montre qu'il vous aime et vous méprise. De ce point de vue, simplement, je militais pour qu'on lui retire le monopole. La deuxième chose que je disais, c'est que pour une grande ville, pour l'ensemble du Cameroun, il n'y a que Isakam. Pour l'ensemble du pays. Mais attendez, quels sont ces accords secrets qui lient une société privée, soit-elle Isakam, à l'ensemble du Cameroun? Pourquoi ne pas permettre à chaque commune, à ma commune de Douala 5e, d'avoir ça, c'est-à-dire que, comme c'est le délégué d'avoir ses accords avec une entreprise une entreprise de notre choix, pour prendre nos ordures à nous et faire ce qu'on veut faire avec nos ordures. Parce que nous, on peut prendre nos ordures et les transformer en électricité, en biogaz, etc. Isakam, lui, et pour moi, je suis politique, je parle de l'Écam. Isakam, lui, il prend et ça va garer ça quelque part en pleine brousse. Je vous dis, je sors de France, à une ville qu'on appelle Aluin. Le traitement des ordures ménagères là-bas m'a donné vraiment, c'est-à-dire envie d'imiter ce qu'ils font là-bas. J'ai été partenaire en Europe à Luin, une petite ville qui s'appelle Luin, non loin de Lille, entre la frontière France-Belgique. Ils ont construit une usine de transformation des ordures, mais franchement, nous on peut faire une chose pareille ici. Très bien. On manque l'électricité alors que l'électricité est gratuite. Permettez-moi d'aller un peu rapidement et de rester, les autres panélistes, un peu avec l'expert puisque le temps court. Alors, est-ce que l'autre cause que donne Isakam, le paiement des factures, n'est pas valable, monsieur Ngalet, pour justifier comme cet état des choses, 3 milliards
milliards de francs CFA de dette, c'est beaucoup. Pour qu'une entreprise fonctionne avec un déficit pareil, il faut quand même noter que ça peut également justifier ce qu'on voit sur le terrain. C'est la difficulté à ISACAM de se mouvoir aujourd'hui. Mais moi, je pense que la position d'ISACAM est celle que nous connaissons tous. ISACAM se retrouve en face d'une situation où ces factures ne sont pas payées. ISACAM, c'est un prestataire privé qui a des charges et des très grosses charges. Comme quoi, même si on avait plusieurs entreprises, il faut payer les factures. Il faut absolument régler ces factures sans lesquelles on ne peut pas avancer. Au moment où on arrive, on est à moins de 2 mois des différentes d'une Coupe des Nations qui va se passer en 2013. 19, je soutiendrai... 2016 et 2016, oui. 2016, voilà, merci. L'action qu'oppose ISACAM, je trouve que c'est quelque chose de normal. Dans la mesure où si ISACAM ne fait pas pression, maintenant ne se fera jamais payer. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons dans nos administrations. Donc maintenant, quant à la qualité de travail qu'ISACAM est en train de faire, nous estimons qu'il y a mieux que ça. Oui. Qu'on n'enfouisse plus les déchets et comme disait Maître Momo tout à l'heure, que le monopole soit arrêté. Ouais. Et je vous dis, dans les 300 collectivités que nous avons dans notre pays, nous avons à peine une dizaine de collectivités qui sont traitées. Et toutes ces collectivités sont traitées par cette même société. Très bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, allez-y, Alain. Non, on est certainement d'accord sur l'urgence de rompre avec le monopole, la situation monopolistique de ISACAM. Mais moi, ce qui m'embête un tout petit peu, c'est quand ISACAM fait face aux difficultés que cette idée-là gêne. Si ISACAM avait ses factures payées, si tous les problèmes dénoncés là avaient des solutions, je crois qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, moi, je suis un peu gêné que aujourd'hui tout le monde entonne une espèce de concept autour, n'est-ce pas, du monopole, pour dire que peut-être c'est ça la clé de succès, la clé de la voie du salut pour ISACAM. Et même pour l'enlèvement, la gestion des ordures ménagères. Bon, moi, sans être expert comme lui, je suis d'accord qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que ISACAM soit au début et à la fin du processus. Si ISACAM doit enlever les ordures, qu'elle s'occupe uniquement de l'enlèvement des ordures. Et là, maintenant, la question en amont, la prise en charge de ces ordures-là, soit gérée par une autre structure. Si c'est vers ça, si c'est ça, comme est dans la fin du monopole, ça peut rendre le service public d'hygiène et de salubrité plus dynamique encore. Donc voilà ma position sur cette question. Alors Edmond Kamga, il y a quand même ce problème par exemple des voies d'accès, quelle que soit l'entreprise qui arrive, même s'il n'y avait pas de monopole, ça veut dire qu'il y a encore le gouvernement qui a sa partition à jouer, plutôt les collectivités. Par exemple, cet accès pour la décharge que nous connaissons, il faut vraiment avoir des engins, quel que soit l'engin, qui va s'embourber à cette période de pluie, pour dire qu'il y a peut-être une politique qui devrait dépasser, prévoir comment est-ce que ça devrait se gérer toute cette gestion des déchets. Oui, l'une des solutions, et je pense la solution importante, c'est de rendre effective la décentralisation au Cameroun. On a des lois. On en revient toujours. On en revient parce que le cœur de la chose, c'est la décentralisation. Parce qu'avec la décentralisation, si elle est effective, avec ce transfert des compétences, des ressources humaines, techniques, financières et autres, de sorte que l'exécutif communal ait toutes les attributions, tous les moyens nécessaires pour rendre la commune viable et propre, je crois que les communes pourront négocier elles-mêmes les contrats avec les structures, les sociétés d'assainissement. Là, les communes seront efficaces et les populations ne vont plus en souffrir comme maintenant. Je dis, il faut simplement accélérer le processus de décentralisation, donner le pouvoir aux collectivités territoriales décentralisées, leur conférer, parce que ça fait partie des attributions des communes, l'assainissement, ça fait partie de leurs attributions. Et faire en sorte qu'elles puissent négocier, ça c'est important, négocier des contrats sur la salubrité publique. Et que ce ne soit pas seulement avec ISACAM, parce que c'est une entreprise, j'allais dire,
coloniale. Parce qu'il il faut tout décoloniser dans ce pays. Parce que chaque fois qu'il y a un monopole, il y a un problème. Et surtout quand le monopole vient de la période coloniale. Je veux pas vous apprendre que les premiers directeurs d'ISACAM c'était des blancs, c'était des Français. Et en réalité, l'esprit n'a pas changé. Je vous dis, l'esprit n'a pas changé. Alors, Monsieur Ngalé, rapidement, hein, puisqu'on va bientôt sortir de ce sujet, les déchets peuvent également être une très grande source, paraît-il, hein, j'espère, de revenus pour le Cameroun, pour les collectivités. Comment est-ce qu'on devrait mettre tout ça en place pour justement rendre les déchets utiles, par exemple? Mais les déchets, je l'ai toujours dit, ne sont jamais une fatalité. Hein. Les déchets, c'est des grandes ressources. Aujourd'hui, on l'a compris. Depuis longtemps, d'ailleurs, on l'a compris en Europe, en Asie, et on commence à le comprendre en Afrique. C'est de gros leviers de développement, c'est de gros gîtes d'emploi. On n'a même pas encore commencé. Depuis la nuit des temps, nous sommes encore dans ce qu'on appelle la gestion linéaire des déchets. C'est-à-dire que on achète, on consomme et on jette. Aujourd'hui, on doit passer à la deuxième vitesse qu'on appelle la récupération. La récupération. Ils ont donné un autre nom très technique à ça qu'ils appellent l'économie. Le recyclage. L'économie circulaire. Ok, d'accord. Oui. Donc on refait un peu la même chose, on consomme. On achète, on consomme, mais on ne jette pas. Aux déchets, on lui donne notre vie. Donc, maintenant, on rentre donc dans un recyclage qui passe par le tri et qui passe par la valorisation. Tout à fait. C'est énorme. Dans un journal, à un moment donné, j'ai parlé de 20 000 emplois que je pouvais offrir. Ça semblait utopique. Mais les gens qui l'ont fait avec nous, ailleurs, dans certains pays, les formations, en ont fait 60 000. Il y a tous les corps de métier dans les déchets. C'est de gros leviers économiques. Et il faut que l'État prenne le temps de s'asseoir pour plancher là-dessus. Parce que, comme les TIC, comme l'agriculture, le levier de la gestion des déchets, c'est un gros levier économique et même social. On continue à le considérer chez nous comme les déchets au village. Les déchets, mais les Blancs ont fini par comprendre que c'est là où il y a de gros gisements. Et aujourd'hui, on n'a pas l'impression que les choses avancent. Il y a 6 mois de cela, on a organisé les assises nationales de déchets au Cameroun. C'était déjà une très 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 bonne chose. Mais j'ai peur que cela ne s'arrête au niveau du parler, comme nous avons l'habitude de faire. Mais il faut qu'on fasse des assises importantes dans la mesure où ce qui se fait comme science derrière n'est pas une science infuse. C'est connu. C'est des choses que nous n'avons pas besoin d'inventer. Et le premier élément, nous photocopions tout simplement. Qui se passe et le premier élément qui va arriver, le premier élément va sortir de l'émission. Le premier élément, ce serait déjà d'arrêter le monopole. Première des choses. Oui. La deuxième, c'est de demander un peu à l'État de prendre cette gestion des déchets au sérieux et de voir que ce n'est pas les déchets comme il l'entendait avant, c'est un gros levier économique. Très bien. Et c'est par ces paroles que nous allons refermer cette émission. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de mieux nous appesantir sur ce sujet-là, mais certainement nous allons en reparler puisque ça reste un gros défi pour les grandes villes aujourd'hui. Et puis à l'aube des grandes compétitions sportives qui arrivent, le Cameroun voudrait améliorer son image. Ça passe forcément par des villes propres et puis des taxis propres et puis tout propre, peut-être même des Camerounais plus propres. On peut refermer cette édition de notre pause. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu sur notre plateau. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce dimanche. Passez le bon moment en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se poursuivent. Bon dimanche à tous.